Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de la Rapcha l'Info. Je suis désolé pour la semaine passée car effectivement il y avait énormément de coupures, là j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Et donc tout ira bien ce soir, je l'espère en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine et voici les nouvelles du jour. Todd Phillips nous parle de Joker Folia 2, un aperçu du Martian Manhunter de Justice League Mortal, le Jimmy Olsen du nouveau film Superman se dévoile, le documentaire Superman, l'histoire de Christopher Reeve a sa bande-annonce, la série Superman et Lois reviendra plus tôt que prévu, la série Dead Boy Detective annulée par Netflix, plusieurs séries non annoncées en cours pour Lucasfilm, Tim Burton s'est exprimé au sujet de Batman lors de la promotion de Beetlejuice. Après les adaptations en prise de vue réelle des classiques de l'animation Disney, Pixar va-t-il céder à la mode et lancer des remakes live-action de ses œuvres marquantes ? Et des nouvelles concernant le nouveau Jurassic World. Bien, alors, commençons par la première info. Le réalisateur des deux films Joker s'est longuement exprimé chez Variety. On apprend que tout a commencé par un rêve de Joaquin Phoenix. Celui-ci a rêvé d'Arthur Fleck se produisant sur scène, racontant des blagues et dansant. Le duo Phillips-Phoenix réfléchissait donc déjà lors de la sortie du premier à une production sur les planches de Broadway. Mais la faisabilité réelle de cette idée, en plus de l'arrivée épidémique du Covid, a mis un coup d'arrêt à toutes ces idées. Néanmoins, l'idée originale d'un Arthur Fleck qui pourrait enfin s'exprimer via la musique est restée chez Phillips et son co-scénariste Scott Silver. Résultat, une suite sous forme de comédie musicale qui se dévoilera en avant-première à la Mostra de Venise. Un film qui aura un budget bien supérieur par rapport à celui de son prédécesseur, bien que Phillips affirme que les 200 millions affirmés il y a quelques mois sont exagérés. Le réalisateur a aussi expliqué que l'idée de partir sur un Joker prince du crime dans cette suite n'était pas intéressant. Il confie que l'idée est d'explorer comment les actions d'Arthur peuvent fasciner Gotham, comment tout est traité comme du spectacle dans notre société. Malgré tout ça, pour Phillips, le film n'est pas vraiment une comédie musicale, citant le fait que la plupart des scènes musicales se déroulent dans l'esprit d'Arthur et de Lee. D'ailleurs, toutes les parties donc à Lee, à savoir Harley Lee Quinzel. D'ailleurs, toutes les parties chantées ont été enregistrées directement sur le tournage, alors qu'en général, sur ce genre de film, les acteurs vont tourner alors que la chanson déjà enregistrée en studio va passer en fond. L'idée étant que Phoenix et Gaga n'aient pas un timbre de voix parfait, mais que l'on ait quelque chose de très brut. En parlant de Gaga et de son Harley, en plus du fait que le personnage ne soit pas une psychiatre comme dans les comics, sa voix aiguë, son chewing-gum et toutes ses excentricités ont été supprimées. Le tout pour qu'elle se fonde dans le Gotham qu'ils ont créé dans le premier film. On apprend ainsi que Joker Folia 2 commencera avec le Joker évoluant dans un cartoon inspiré par les Looney Tunes, le tout réalisé par Sylvain Chomet, l'animateur français de Les Tripettes de Belleville. Enfin, Phillips explique être prêt à tourner la page de l'univers des comics, qu'ils ont maintenant dit tout ce qu'ils avaient à dire dans ce monde. Rappelons également que le film sortira le 4 octobre dans nos salles obscures. Et je voudrais avoir justement mon invité, que je vais vous présenter tout de suite, avoir son avis par rapport à Joker Folia 2 et voilà de ce qu'on vient d'annoncer pour cette news. Et pour cela, j'accueille mon invité Cyborgia. Salut. Salut, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Alors, dis-moi tout par rapport à ce film tant attendu. Il doit être très attendu, mais pas par moi. Je regrette, mais simplement que je suis juste curieux en fait de voir comment l'équipe va se démerder. Mais parce que moi, ils sont donc en période de promo, les mecs. Comment ça a démarré le truc? Pour moi, c'est le stade où ils essayent de raconter tout et ce contraire pour vendre le film. Donc là, je
je sens un petit peu que les mecs sont un petit peu emmêlés ou englués dans une sorte de il faut en dire pour vendre le film, mais pas trop non plus pour pas dégoûter du film. Faut pas trop en raconter, sinon on va spoiler. Et donc du coup, ils se retrouvent en train de... ils sont dans une période un petit peu de oui, mais c'est pas que ça. Enfin, oui, mais c'est un petit peu... Alors, ils essayent de vendre le truc, mais en s'en mêlant les pinceaux. Parce que moi, j'entends un petit peu de tout et n'importe quoi sur le film, c'est pour ça que je mets des pincettes à chaque fois. Du coup, le film m'intrigue, mais je sens que... Ah, par rapport au premier, je sens que les mecs qui veulent faire du fan service détourné. C'est que la Harley Quinn du film, c'est pas la vraie Harley Quinn. Je crois qu'il y a 2-3 autres personnages aussi qui devraient arriver, mais c'est pas les mêmes vrais personnages du comics. C'est pas possible. Donc là, entre le désir des fans et puis tel que ça va être dans le film, je sens qu'il va y avoir beaucoup de déçus. Le film m'intrigue, c'est tout. Hein. Je suis pas plus que ça hypé par le truc. Parce que pour moi, c'est une grosse connerie sur le 2. D'accord. Et même pas, par exemple, avec cette nouvelle affiche que je fais apparaître maintenant. Dis-moi ce que tu en penses par rapport à cette affiche, nouvelle affiche officielle d'ailleurs, comparée à l'autre où on voyait deux versions d'affiches, où on voyait un Joker qui tenait une clope, et l'autre, on voyait que c'était carrément effacé. Bah, elle est jolie. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je... Ouais, elle est stylée. J'aime bien le côté... genre vaisseau de lumière. C'est un peu, pour moi, en fait, la fiche rend justice enfin, va introduire l'idée de la scène. Parce que la lumière, en fait, en hauteur, ça fait un petit peu spot. Mhm. Et la pose, en fait, que les deux ont, ça fait très... Ah, zut, tu dois pas connaître, toi, Fred Astaire. Les comédies musicales, genre Chantons sous la pluie, par exemple. Ah bah, après, le film, mais peut-être pas la comédie musicale. Bah, c'est un peu, disons que c'est un peu ça le souci que j'ai avec ce film-là, c'est que là, ils sont entrés dans une période où le film est annoncé comme une comédie musicale, Mhm. mais le problème, c'est que maintenant, ils sont en train de revenir dessus. Non, finalement, ce sera pas une comédie musicale, il y aura des numéros chantés, ce sera pas une comédie musicale. Dans une comédie musicale, il y a des numéros chantés. Donc, il y a une sorte de oui, mais non, Alors on veut absolument. pas spoiler le Après, truc. comme on nous a présenté lors de l'ultime, je dirais même l'ultime bande-annonce, bah, ça m'étonnerait qu'on en ait encore une ce mois-ci, puisqu'il sort bah, le mois prochain carrément. Il me semble, enfin il me semble non, en tout cas moi de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, certes en fait ça va chanter, mais ça va pas chanter pendant tout le film. Il y aura des passages, là comme on a vu, en fait, des passages chantés, pas une chanson entière, mais juste un petit passage, comme on a vu pour la fin de la bande-annonce, elle lui a chanté un truc du genre, voilà, va tout, sois prêt, tout va exploser, etc. Puis après tu le vois s'ouvrir, et puis après, ben, je pense que ça va bombarder. Donc en fait, c'est juste des espèces de messages qui vont être chantés évidemment sur des chansons connues aujourd'hui. Mais voilà, ce sera pas un film entièrement en chansons. Et pas voilà, des trucs qu'on va entendre à 3 minutes, 4 ou je sais pas quoi. Mais quelque chose du genre 30 secondes, voilà, des choses comme ça. Ok, donc il n'y aura pas de grands numéros musicaux, c'est ça que je veux dire. Oui, bah comme a été, je sais pas si tu as vu la dernière bande-annonce, même s'il y avait des moments Non. chantés. Ah, alors dans ce cas, je t'invite à la regarder parce que justement on comprend que c'est pas une comédie musicale. D'accord. C'est pour ça. Mais voilà, si tu l'as pas vue, je vais rien te dire, mais je t'invite en tout cas à la regarder. Merci de tes mots, mon cher invité. Et donc nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre par la news suivante concernant
un film qui a été abandonné, avorté depuis un certain moment, à savoir Justice League Mortal. Et donc, Justice League Mortal est sans doute le film de super-héros avorté le plus célèbre. C'est sur l'Instagram de Ryan Unicombe que l'on peut voir le premier et vrai aperçu du Martian Manhunter, incarné par le regretté Hugh Kane Byrne. Donc, comme vous voyez ici, donc là je vous laisse admirer la façon dont a été voulait être créé le Martian Manhunter. Je vous avoue que quand on voit ces images, il y a quand même quelque chose. Moi, ça me plaît. On voit le travail impeccable et impressionnant. Rien à voir effectivement avec comment dire les images de synthèse de la Snyder Cut. Même si je l'ai pas vu, ben j'ai vu quelques passages du Martian Manhunter, mais enfin voilà, on va pas épigoler là-dessus. Mais quand on voit ceci, ben on se dit quand même qu'il y avait quelque chose pour ce Martian Manhunter. Et donc c'est d'ailleurs le même Unicombe qui voulait il y a bien longtemps réaliser un documentaire à la manière de The Death of Superman Lives, mais nous sommes malheureusement restés sans nouvelles quant à ce projet. Ce nouvel aperçu donc de Martian Manhunter vient s'ajouter à bien d'autres. Nous avions pu voir la Ligue, par exemple comme ici, qui est une photo un peu floue. Le Superman de Gigi Cotrona, comme vous le voyez ainsi que la Wonder Woman de Megan Gall, entre autres concept art bien évidemment. Voilà, et je voudrais avoir votre avis aussi dans le chat. N'hésitez pas aussi à interagir avec moi, avec mon invité, etc. Et n'hésitez pas aussi à répondre justement concernant cette news. Qu'est-ce que vous avez pensé à l'époque où ça avait été annoncé, le fait que ça soit avorté, et le fait qu'on en reparle encore à l'heure d'aujourd'hui. Tout d'abord, te réjouis pas trop vite sur les visuels parce que à l'époque, ça avait été annoncé comme étant de la performance capture. Donc tout aurait été numérique. Ouais. Faut bien s'entendre. On était vraiment à l'époque du. Alors c'était. Avatar n'était pas encore ça. Comment ça? On était au commencement de la performance capture. Non, mais je veux dire, pas le commencement, le performance capture, mais après dans cet univers. Mais il y a la performance capture, tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr. Oui. Le projet était lancé, c'était au moment de la légende de Beowulf, Pôle Express. Il y avait quoi encore? De Monster House. Pôle Express, c'est sorti, je crois. Mais et donc Avatar numéro 1 est en plein production tournage. Donc c'est à ce moment-là que le Justice League Mortal aurait pu sortir. Mais un genre bien avant en fait le MCU. Absolument. Ça c'est clair. Et donc c'est pour ça que sur les concepts, sur les maquillages et tout, vu les rumeurs de performance capture qu'il y avait à l'époque, je suppose que les visuels que tu as, c'était les visuels préparatoires, histoire de donner des points de repère aux animateurs. Enfin aux animateurs, je sais pas, aux techniciens en tout cas. Parce que je sais pas, c'est la performance capture, c'est avant tout l'acteur qui incarne le personnage. Hein. C'est pas des animateurs genre l'animatronique. Et ce que j'en pense, disons que ta question, qu'est-ce que j'en pense que ça ressorte maintenant, c'est je sens qu'il y a une grosse frustration. Ça rejoint un petit peu le fameux clin d'œil de Superman Lives dans Flash. C'est-à-dire que les fans, frustrés de ne pas avoir des longs métrages qui rendent justice aux personnages de papier, bah maintenant ils sont en train de se renseigner sur mais qu'est-ce que vous foutez à Warner, qu'est-ce que vous aviez en chantier, qu'est-ce que vous du coup oui ça. Et vu tous les travaux préparatoires qu'il y avait sur chaque film, genre BVS, le BVS de Wolfgang Peterson, je parle pas du Snyder, mais Bien sûr. Wolfgang Peterson, le réalisateur de 3, avait un projet BVS, Batman et Superman, déjà à l'époque. On était c'était juste avant Justice League Mortal. Pour te dire qu'à l'époque, il y avait vraiment des bouts de recherche sur ces films-là. Donc on sent qu'il y a une frustration de ces fans. Est-ce que ce n'était pas à l'époque où il y avait cette fameuse bande-annonce Wolf Finest avec justement où il disait que Batman allait rencontrer Superman pour la première fois, etc.
Ça avait fait aussi un buzz. Parce qu'à l'époque, on Oh, parlait de films stand-alone, indépendants, avec les super-héros, et puis tout d'un coup, on nous a fait une bande-annonce comme quoi, bientôt, Batman allait rencontrer Superman, etc. oh, Avec un c'était logo aussi. avant. Ouais, non, c'était avant. On était. Alors, de mémoire, j'ai peur de me bourrer, c'est pour ça que je dis ça. Oui, De mémoire, je crois qu'on était au moment où aux alentours de 2000. Enfin, moi, je me situe à l'époque de la fac, à ce moment-là. C'est que chez Marvel, tous les projets cartonnaient ou presque. Hein. mhm. Les flops étaient mineurs. On était vraiment au moment du et je crois qu'il y avait du Hulk de Ang Lee qui sortait au Cinoche, et donc c'est à ce moment-là où tout le monde se tournait en fait vers Warner, genre et vous, quand est-ce que vous faites quelque chose? 2003, Et donc ouais. tu avais Oui, oui, oui. Ouais. voilà, c'est à ce moment-là. Et donc je crois que tu avais Superman Returns qui était en train de se tourner. On était vraiment au moment du qu'est-ce que vous allez mais sortez vos trucs quoi. Wonder Woman, c'est depuis 10 ans que c'est dans les cartons. Flash, vous en faites quoi? Enfin, il y avait vraiment ce côté-là. Allez, la concurrence est en train de s'activer, donc à votre tour, merde. Ouais. Et pour moi, que ces vieux projets ressortent maintenant, ça pue la frustration des fans qui ont fantasmé des projets depuis X années et puis qui maintenant regardent toujours le studio. Mais alors, vous sortez les doigts du cul à partir de quand? J'essaye de ne pas trop être vulgaire, mais Oui, tu oui. comprends un petit peu le. Je comprends ce que tu veux dire, tout à fait. Ouais, parce qu'en face, ils sont déjà en train de déballer des personnes de seconde zone que personne ne connaît par les fans, quoi. C'est ça. Bien, ben, en tout cas, merci à toi pour ces mots. Et nous allons continuer les news suivantes concernant. Donc, vous aurez bien évidemment reconnu le logo pour Superman. Et pas n'importe quel Superman, bien évidemment, car il s'agit du film de Superman de James Gunn, qui effectivement a fini déjà son tournage. Et nous étions restés jusqu'à présent avec une seule image officielle de l'homme d'acier, ainsi que d'autres héros, bien évidemment. Et donc l'homme d'acier incarné par David Corenswet. Cependant, nous avons maintenant un aperçu de Jimmy Olsen. Voici donc les deux photos qui étaient présentes, donc c'est pour ça que je vous ai mis côte à côte. Et donc, apparu dans les comics le 25 août 1941, dans Superman 13, même si, comme le fait remarquer James Gunn, il était déjà apparu sans être nommé dans les Action Comics 6, par exemple, Jimmy Olsen est un des meilleurs amis de Clark, Lois et Superman. Le personnage a souvent lui-même vécu des aventures au cours des différentes décennies. Car voilà, il y a eu quelques comics Jimmy Olsen. Étant changé en homme tortue géante, par exemple, ou parmi tant d'autres, tout simplement. Pour cette nouvelle itération du personnage, c'est donc l'acteur Skyler Gisondo qui avait été casté par James Gunn, succédant ainsi notamment à Mark McClure, le Jimmy Olsen de Superman The Movie de 1978. Sam Huntington de Superman Returns en 2006, Aaron Ashmore dans la série Smallville et Mehcad Brooks dans la série Supergirl de la CW. Sans parler de toutes ses apparitions dans différentes productions animées, dont la très bonne My Adventure with Superman. À ne pas oublier également que ce film, si vous voulez le découvrir, sortira en francophonie le 9 juillet 2025 et marquera le tout premier film du DCU. Et je voudrais avoir votre avis dessus le chat. Et je souhaite la bienvenue dans le chat également, mon cher Sevgana. J'espère que tu vas bien, mon cher. Et donc, voilà, le fait que nous avons enfin des images de Jimmy Olsen. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, même pour Superman, est-ce que vous y attendez quelque chose ? Dites-moi tout. Je vous écoute. Bah, le Superman de Gunn, c'est celui qui. Les attentes sont énormes hein, pour celui-là. Les attentes sont énormes. Faut être clair. C'est le film qui doit être le premier, la première marche de son univers à lui. Mm-hmm. Donc, il n'a vraiment pas le droit de se planter. C'est le film qui doit donner le là de son futur univers. Ouais. Faut être clair. Et alors, tu as oublié de mentionner aussi le Jimmy Olsen de Lois et Clark.
La série Ah Lois oui. et Clark. Pas Il le y en avait Superman deux, Lois, hein. mais le Lois et Clark. Il y en avait deux. Ouais. Alors le premier, il me semble que le premier, celui de la saison 1, c'était joué dans Palm Beach ou Palm Springs, je sais plus. Enfin, il faisait trop beau gosse pour le rôle en fait. Il était trop vieux. Il avait donc que Dean Cain, je crois que c'est ça qui posait problème. C'est que les deux se ressemblaient trop. Et à partir de la saison 2, parce que je crois que ça a duré 4 saisons ou 5 saisons. 4 saisons, je dirais. 4. C'était Justin Wallin. 4 saisons, pardon. Et à partir de la saison 2, c'était Justin Wallin. Justin Wallin, je sais pas comment ça se prononce. Donc, qui interprétait le rôle, qui pour moi était parfait. C'était vraiment le Jim Olsen tel que je me l'imaginais. Physiquement, peut-être pas, mais dans le caractère. Le côté le meilleur pote très jeune, il est vraiment le petit stagiaire du Deep qui devient très vite pote avec Clark. Clark, on voit son entrée en scène dans la saison 1 et à partir de la saison 2, là, à l'image, ça le faisait. À l'image, c'est vraiment le mec, petit photographe qui essaye de se faire une place, qui est vite pote avec le photographe vedette et donc la photographe et donc la reporter vedette, la reportrice vedette, enfin, la journaliste vedette, Lois Lane. Donc il vient très vite pote comme ça. Et non, à l'image, ça faisait bien. Justin Wallin, il est aussi connu. Alors là, c'est un plaisir coupable, guilty pleasure. C'est lui le héros de Donjons et Dragons, la version de Michael Solomon que tous les héroïstes veulent oublier. C'est lui. D'accord. Et là, le Jim Olsen de Superman, pour moi, ça me convainc, il est parfait. J'attends de le voir en action pour voir son jeu d'acteur, comment il arrive à avoir la présence à l'écran, parce que Jimmy Olsen, c'est le sidekick, hein. C'est le mec, c'est le photographe espiègle, le jeune et tout le temps un jeune photographe. Alors, c'est éternellement par rapport aux comics, le jeune photographe, le mec qui est limite stagiaire. Donc le mec, il est largement plus jeune. Je dirais qu'il a 10 ans que moins que Clark Kent. Clark Kent, quand il arrive, il doit avoir 30 ans, je pense. Mais à l'image, pour le moment, avec quelques clichés, pour moi, ça le fait. Il est roux en plus, ça le fait. Jimmy Olsen est un rouquin, hein, faut pas oublier. C'est ça. Exactement. Et aussi, je voulais en revenir à ça. Beaucoup avaient critiqué en disant oui, mais voilà, ok, il est en costume, mais sans plus. Mais en même temps, c'est un photographe. Donc il faut pas s'attendre à un super costume, etc. Enfin, il peut être habillé voilà, sur scène comme dans la ville, quoi. Je veux dire, en même temps, t'as pas un habit spécifique à Jimmy Olsen, mis à part avoir l'appareil dessus, par exemple. Il a son costume, non, enfin, il est pas de super costume, c'est pas un super héros le mec. Voilà. Il est habillé comme il est habillé en costard cravate. C'est genre physiquement, ça doit être le petit faillot des planètes. Le mec, il veut plaire à zut, à Perry White. C'est ça hein, son taux de caractère. C'est le mec espiègle, mais qui veut plaire aux figures d'autorité des planètes. Donc c'est le mec costard cravate. Il a le même accoutrement que Peter Parker dans les premiers Spider-Man. C'est ça, hein, Oui. en grosso modo, il a un petit peu l'allure de le petit con de service, quoi. Enfin, je veux pas être vulgaire, mais c'était vraiment ça l'archétype de l'époque. Hein. Après, il nous devient sympathique parce que il est pote avec les héros, mais de base, c'est vraiment le petit faillot. De base, c'est ça. Exactement. Et en plus, il a aussi, j'ai vu dans les comics, il a droit à quelques numéros hein, pour ses aventures. Donc, Enfin, il ken Supergirl, là. oui. Comment c'est pour ça que c'est le petit copain girlfriend dans Supergirl, c'est pour ça qu'on le voit dans Supergirl, c'est que c'est le petit copain officiel de la cousine de Superman. Quand même, donc Et d'ailleurs, est-ce que tu crois que, justement, maintenant, l'acteur Gisondo, Skyler Gisondo, est-ce que tu crois qu'il pourra apparaître dans le potentiel futur film du DCU, donc la suite de Superman, à savoir Supergirl Woman of Tomorrow? Ah, je mettrais bien Cuphead dessus, tiens. Ouais, j'ai rien à parier. Ce serait pas. Alors, je les vois mal vraiment approfondir, genre poser le truc dans le genre, c'est le Girlfriend 2. Enfin, c'est le Love Interest 2. Non, je les vois pas poser comme ça d'office. Mais je les verrais bien, genre une scène ou deux de complicité, en fait.
Un petit peu comme comme Marvel a fait avec Vision et zut, Scarlet Witch. Scarlet Witch. Enfin, ouais. Et dans Civil War, tu fais 2-3 scènes où tu vois cette alchimie commencer. Je verrais bien dans le Supergirl Woman of Tomorrow, enfin donc le film Supergirl, je verrais bien cette romance commencer naître. Genre s'ils arrivent à placer 2-3 scènes comme ça, où tu vois une complicité qui se fait entre les deux, où toi, fan de comics, tu sais que ça introduit d'office là le fait que Jim Olsen est destiné à devenir le boyfriend. Toi tu veux le dire comme ça, mais ça n'ira pas plus loin. Mais je les vois bien au moins que le type fasse partie du décor au moins. Genre qu'il ait une scène ou deux, genre Coulson dans le premier Iron Man. Je le vois bien comme ça. C'est tout. Ce sera pas plus. Bon, en genre, même il a temps, un vu petit que c'est un caméo, univers partagé, voilà. ça serait... en fait, j'allais dire une... Alors, pas qu'il a un rôle principal, mais au moins montrer qu'il est là, quoi. Ouais. Moi Ouais. qui s'intéresse à la fille parce que, tiens, c'est marrant, vous avez un nom qui rappelle le mec de Metropolis. Genre, mais ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à là, pas plus. Ouais. Très bien. Très bien. Merci en tout cas pour ces mots. Alors, merci à toi. Et maintenant, nous allons entamer la news suivante, toujours du DC Comics, cette fois-ci d'un grand homme. Et donc, je veux bien évidemment parler du film documentaire qui sortira dans les salles obscures. Alors, pour l'instant, il faut regarder quel pays va diffuser cela. Moi, je regarde aussi pour mon pays, si la Suisse, qui est la Suisse, est-ce qu'ils vont le diffuser, etc. Ça serait trop cool, entre parenthèses. Et je veux bien évidemment parler de Superman, donc l'histoire de Christopher Reeve. Préparez donc vos mouchoirs. Nous découvrons ici les premières images du documentaire dédié à Christopher Reeve et surtout à sa vie après son accident l'ayant rendu tétraplégique. Réalisé par Ian Bonnett et Peter Ettegui, ce long métrage sur le Superman nous permettra de découvrir son combat après cet horrible accident et nous permettra d'entendre les témoignages de ses enfants, dont Will Reeve, qui fera aussi un caméo dans le Superman de James Gunn. Mais la bonne nouvelle ne s'arrêtera pas là. Le film arrivera aussi dans les salles françaises. Et donc, Warner France l'a annoncé sur son compte Twitter, nous pourrons le retrouver dès le 9 octobre au cinéma. Donc, comme je vous l'ai dit, après, il faut regarder souvent dans quel pays vous êtes, si vous êtes intéressé. Eh bien, je pense qu'il faudra qu'on puisse s'informer, etc., voir si c'est diffusé que dans quelques pays ou un peu partout. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, cette bande-annonce. Je l'ai vu également. Le montage de ma reaction trailer sur ce film documentaire est en train d'être fait. Je dois refaire quelques petits trucs. Mais je pense que d'ici la fin de la semaine, en tout cas, ce sera disponible. Et c'est quelque chose que moi, en tout cas, personnellement, j'attends. Car pour moi, voilà, Superman restera à tout jamais la version de Christopher Reeve. Voilà, pour moi, c'est le héros. Il y en a beaucoup qui disent c'est Henry Cavill. Henry Cavill, en fait, il incarne Kal-El et non Superman. Parce que ce qu'ils ont fait, je vais en venir vite fait. En fait, Superman de Christopher Reeve a fonctionné, donc 1978, parce qu'ils ont installé directement Krypton. Ensuite, la venue de Kal-El sur Terre, Clark Kent, et par la suite Superman. Donc ils ont introduit le héros et ensuite c'est devenu le héros de la Terre et ensuite avec la suite, comme vous connaissez, Superman 2 face à Zod. Donc ils ont fait en sorte que Superman puisse combattre ses démons. Contrairement à l'univers de Snyder, où ils ont commencé avec Man of Steel, ou avec Krypton, ok, Kal-El qui arrive sur Terre, et puis on se pose directement la question, mais est-ce que ce Kryptonien est fait pour vivre sur cette Terre, etc. Et tout d'un coup, voilà, ok, il sauve le monde de Zod, mais en fait,
dans l'épisode suivant, donc BVS, une fois qu'il a quand même sauvé Metropolis, les gens se reposent la question, est-ce que cet homme, il devrait rester sur cette terre, etc. Il y a toujours cette forme de question, et voilà pourquoi en fait ça divise énormément de personnes. Et moi par exemple, pour moi, je resterai à tout jamais la version de Christopher Reeve, Brandon Routh qui reprend le rôle de Christopher Reeve, bien évidemment. Enfin, je veux dire, le Superman qui interprète le Superman de Christopher Reeve. Et qui est aujourd'hui, voilà, qui a bien vieilli. Enfin, je parle du personnage, bien évidemment. Et voilà. Mais donc, quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, dans le chat, ainsi que mon invité, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez vu cette bande-annonce et est-ce que vous attendez, etc. Dites-moi en plus. Bah, j'ai pas vu la balance, mais juste le fait que ce soit un sujet de documentaire, il y a matière. Il y a matière. Là, c'est disons, j'ai vu en direct, enfin, j'ai pas que j'ai vu en direct, mais je fais partie de la génération qui a appris la nouvelle de sa chute de cheval dans les journaux, dans les JT d'actualité, quoi. Parce que ce que je veux dire, c'est que après son accident, t'avais tous les médecins qui disaient qu'il n'aura pas beaucoup de temps à vivre. On pensait les médecins disaient qu'il vivrait pas au-delà de quelques mois, quoi. Le mec a vécu plusieurs années. Là, c'est que les médecins disaient qu'il avait plus beaucoup de temps à vivre. Le mec a vécu plusieurs années après, quoi. Faudrait que tu regardes, il a vécu combien de temps paralytique. Il a vécu une dizaine d'années comme ça, non? Oui, 5-6 ans quand même. Je crois que c'était dans les années 90. Enfin, avec le sujet du documentaire m'intéresse et devrait. Je trouve ça bien qu'il fasse un documentaire plus qu'un téléfilm, genre Lifetime. Et ce qui est bien aussi, c'est surtout que que ça va sortir en format physique. Parce qu'il existe déjà des documentaires sur le Superman de Christopher Reeve et de Christopher Reeve également, mais qui sont passés uniquement sur les antennes TV et donc qui ne sont pas disponibles en version physique, DVD, Blu-ray, etc. Et donc là, je me dis s'ils peuvent le faire, franchement, pourquoi pas. Et c'est pas parce que c'est Warner Bros. Alors au départ on se disait oui il y a James Gunn, donc il va avoir les droits, c'est vrai que c'est assez étrange, mais maintenant donc moi je t'invite à voir cette bande annonce qui pour moi était émouvante mais en fait ils impliquent l'association, donc étant donné qu'ils impliquent l'association, ils vont pas pouvoir faire du profit dessus, ça c'est sûr et certain. Donc pour celles et ceux qui avaient cette peur là, non, comme ça je peux vous le dire, vu qu'ils impliquent l'association, c'est hors de question qu'ils fassent n'importe quoi. Et de toute manière, il faut pas oublier qu'il y a aussi les grands fans du personnage, mais aussi de l'interprète. Et donc aujourd'hui aussi, ce qu'on voit sur YouTube, contrairement à ce que j'avais entendu de certaines personnes, eh bien en fait les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent carrément aux anciennes versions de Superman, et pas forcément parce que Henry Cavill a interprété Clark Kent Kal-El. Donc voilà, ça prouve que au moins les comment dire, les ados, ou même, enfin voilà, les jeunes s'instruisent, et ça fait vraiment plaisir. Ouais, je vois ça sur. C'est pas uniquement dû. Enfin, l'intérêt, c'est pas que tu es en train de souligner là. Je le vois pour tout, hein. C'est même pour ça qu'il y a des youtubeurs qui sont en train de décoller, parce que ils parlent de vieux films 80, 70 et tout là. C'est parce que ouais, t'as un halo qui est fait avec ce phénomène on fait des remakes 2, mais du coup t'as la jeune génération qui s'intéresse aux vieilles versions. Genre tu fais un film Twister là au Cinoche qui sort, mais du coup t'as t'as des chaînes télé qui profitent de l'occasion pour
diffuser l'ancienne version. Mais alors du coup, t'as les jeunes qui s'intéressent vraiment à cette ancienne version-là, au casting, genre Bill Paxton, et Lennon, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, enfin qu'est-ce qu'ils ont fait, et puis du coup tu te retrouves les mecs au Comic-Con, enfin tu vois un petit peu l'escalade que ça. Ouais. Et alors, Seb qui me dit... Alors... RAF pour moi ce sont des archives regroupées par un film et Warner se sert encore de Reeve pour repérer le Super Gun. Alors pas forcément, ça n'a rien à voir. Là par exemple Will Reeve, il incarne un journaliste, donc c'est d'ailleurs son métier puisqu'il n'est pas acteur. Et en fait c'est juste un clin d'œil, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin de... Voilà, comme j'ai entendu certains des fois qui faisaient presque 1 heure pour en parler de cela, mais... En fait, voilà, c'est juste un clin d'œil, il n'y a pas grand-chose, tout simplement. Mais en tout cas, ce documentaire, moi, je peux te dire que dans le trailer, il y a des images que je ne me souviens pas d'avoir vues dans les documentaires. Et donc, je me dis, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Et enfin, avoir quelque chose en format physique, DVD, Blu-ray, etc. Et quand j'en ai parlé aussi à la famille, ils ont dit la même chose. Ils ont dit pourvu qu'on ait une version physique, comme ça on peut avoir comment dire l'archive. Enfin voilà, on peut avoir quelque chose un docu sur ce super personnage et la personne qui a été Christopher Reeve. Voilà. Bon, très bien. Maintenant, nous continuons par la suite des news, des informations, et cette fois-ci concernant... Alors, je vais bien évidemment parler de... Voilà. Alors, Superman et Lois. Et donc, alors que la série allait prendre la case du jeudi, sa diffusion est finalement décalée au lundi. La raison, la CW craint que la case jeu télévisé de la chaîne ABC du lundi empiètre sur la sienne du même jour, qui est donc décalée au jeudi à la place de Superman et Lois, selon le site Deadline. En soi, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais cette modification amènera également la série à faire son retour le 7 octobre, date à laquelle devaient commencer les jeux télévisés de la chaîne, plutôt que le 17, et toujours pour un épisode de 2 heures, publicité comprise. En France, ou même en francophonie, toujours pas de nouvelles de l'arrivée de la série, même si elle débarquera sur la plateforme Max. Dites-moi ce que vous en pensez de cette ultime saison, puisque après, effectivement, comme nous avons discuté tout à l'heure avec mon invité, avec Cyborgien, James Gunn va se concentrer sur son univers, etc. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Et que voilà. Il sait tout simplement pas où la caser. Je crois que c'est. Faut pas chercher plus loin que ça. C'est que ils ont voulu mettre fin au CW. C'est la Rover, ce qu'on dit, c'est ça? C'est ça. Ouais. La Rover, ils ont voulu mettre fin avec la Rover. Superman et Lois, ils ont confirmé qu'ils n'avaient aucun rapport avec la Rover. Donc du coup, ça a planté le dernier clou à la Rover en disant non, il y aura pas de suite à la Rover. Hein, c'est fini, c'est bon. Superman et Lois, c'est autre chose. Et là maintenant, c'est que même les séries tout ce qu'il y avait de la CW, c'est fini. Le problème qu'il y a avec la Superman et Lois, je pense que c'est une question de la fin de match est trop importante. Ils ne pouvaient pas se permettre de l'arrêter. Contrairement aux autres séries où là, il y avait un massacre, les hécatombe en durant un été. Je sais pas si t'as vu le truc. Il y avait les deux tiers des shows ont été tout annulés, quoi, parce que t'avais la CW changé de proprio. Du coup, avec Superman et Lois, oui, il y avait eu une fusion. Oui, ça fait partie des changements de proprio, des fusions qu'il y a eu. Enfin bref, c'est ce qui fait que ça a donné lieu à une hécatombe, 2 tiers des séries annulées. Et pour Superman et Lois, c'est simplement que ça marche encore bien. Mais ils sont coincés avec le fait que la série a encore ses fans, donc c'est rentable. Mais de l'autre côté, tu as la production qui, non, on veut l'arrêter. Enfin, c'est ok, c'est fan, mais la série, objectivement, elle ne correspond pas au standing que l'on veut avoir sur l'autre canal. Enfin, elle correspond pas au standing que l'on voudrait avoir sur le prochain distributeur. Donc du coup, ils sont obligés. Ils savent plus où la mettre ou la caser parce que le planning ne correspond pas au genre de série dont fait partie Superman et Lois. Ils ont pas prévu de casera pour ça.
de case horaire pour ce genre de série. Ce qui fait qu'ils savent plus trop où la mettre. Enfin, pour moi, je suis pas dans le secret des dieux, hein, qu'on se comprenne bien. Je suis un petit peu comme tout le monde. Donc, c'est ça mon analyse du truc. Là, et où tu veux qu'ils la mettent? Je crois qu'ils ont pas prévu de. Est-ce qu'ils ont d'autres séries de super-héros dedans? Non. Bah voilà. Je pense que c'est ça. En fait, c'est genre. Tout bonnement, je crois que c'est ça. Il faut se débarrasser de ça et puis voilà. C'est un peu ça, quoi. Parce que je pense que c'est ça. C'est qu'ils avaient une équipe de scénaristes et tout, qui avaient des contrats. Ils ont bouclé les contrats. Et comme la série marchait bien, avec un bon indice, une bonne audience, c'est la série qui marchait mieux, ils se sont retrouvés au moment des animations et des renouvellements, ils se sont retrouvés oui, bah elle, on va devoir la garder, elle est trop rentable. Mais manque de bol, il y a tellement eu de changements sur l'autre chaîne ou sur l'autre canal, je sais plus si c'est en streaming que ça va être diffusé, que le problème c'est que on se retrouve avec une saison d'une série, bah on va la diffuser où là, parce qu'il n'y a rien prévu pour ça. Ouais. Je veux pas de méchant, mais c'est l'effet que ça fait. Les séries sur les chaînes normales, sur les chaînes network normales, genre ABC, CBS, il y a NBC aussi. Donc sur les chaînes normales, il y a la case horaire du vendredi soir, c'est la case maudite. C'est pour ça, c'est la case horaire du vendredi soir, c'est la case horaire des séries que les chaînes utilisent pour se débarrasser des séries, pour les chaînes normales. Ouais. Sauf que là, c'est pas une chaîne normale, c'est une chaîne qui va le lancer. Et oui. Donc ouais, c'est que tout bonnement, ils savent pas où la mettre, ils savent pas comment s'en débarrasser. Ils savent que c'est une fin de série, ils savent que c'est une dernière saison. Donc où tu places ça? C'est vrai. Faut pas que les fans s'attendent à un truc grandiose. La série a déjà eu une baisse drastique des budgets. Faut pas qu'ils s'attendent à un truc grandiose, genre à final apothéose. Non, c'est que ça va finir comme les fans de série sur Sci-Fi Channel, parce que Sci-Fi Channel à un moment donné c'est spécialisé dans ça, c'est-à-dire racheter des séries en diffusion parce que la série de base les avait annulées, donc ils se sont retrouvés avec des fans de séries, des séries qui se retrouvaient sur Canal, mais du coup avec des baisses drastiques de budget parce que la chaîne ne pouvait pas se permettre d'avoir des gros budgets parce que c'était une chaîne du câble. Mais alors du coup ça se ressentait à l'image et les fans faisaient la gueule parce que l'alchimie n'était plus là, les techniciens n'étaient pas les mêmes, enfin les castings il y en avait d'autres, il y avait la moitié qui se débarrait conscient que c'est bon, la baisse va être trop visible. Là ça va être ça quoi. Enfin pour moi c'est comme ça que je vois, c'est que là c'est pour moi, c'est le dernier coup sur 5X c'est une fin de série point barre. On sait pas trop ce qu'on va en faire. C'est triste à dire, mais ça va être, faudrait avoir ça comme un petit bonus pour les fans. Un gros modo, si ça si les fans trouvent matière à, tant mieux pour eux. Mais c'est pas prévu pour perdurer. Très bien. Alors. Merci à toi. Et maintenant, nous allons continuer avec une nouvelle news, et cette fois-ci concernant une série aussi DC. Et donc, le silence autour de la série après sa sortie en avril était déjà mauvais signe, mais la chose était maintenant officielle. Dead Boy Detective ne reviendra pas pour une deuxième saison. La série aura eu une gestation compliquée, d'abord commandé par la plateforme Max de Warner après l'apparition du duo de détectives fantômes dans la série Doom Patrol. Dead Boy Detective finira par déménager sur Netflix, où elle intégrera officiellement l'univers du Sandman de Tom Surridge. La série, avec aux manettes Steve Yuki, tandis que George Rescue et Jaden Reverie incarnaient le duo de détectives, a fait des audiences potables, restant dans le top 10 anglais de Netflix pendant 3 semaines, tout en accumulant de bonnes critiques globalement. Toutefois, il semblerait que cela n'aura pas été assez pour la plateforme du streaming, qui n'est pas à sa première annulation. Nous verrons donc malheureusement jamais la suite des aventures de Charles et Edwin. Et vous, n'hésitez pas à me dire, donc justement dans le chat, et aussi mon invité, est-ce que vous avez déjà vu cette série, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Dites-moi. J'ai pas vu du tout la série et je crois que je suis pas le seul parce que vu les taux d'audience que c'est payé, je veux pas être méchant, mais je crois que la raison pour laquelle Netflix a annulé le truc, c'était que le taux d'audience, le taux de visionnage mondial était extrêmement bas.
Donc, grosso modo, je suis d'audience, c'est pour ça qu'ils annulent, c'est la raison officielle, hein. Mais quand tu viens de me dire là, c'est, la production a été problématique, donc je crois qu'en fait Netflix a fait que récupérer le bébé, mais n'y croyait pas du tout. C'est un petit peu l'impression que j'ai, mais du coup, ils pensaient pas renouveler du tout, et que cette série-là a touché que des fans. Mais Doom Patrol de base, c'est pas je trouve pas ça bien non plus, hein. Je crois qu'il y a des fans de Doom Patrol, je sais pas si t'as vu. Il y en a, oui. Doom Patrol, c'est bien l'espèce de club des monstres avec l'espèce de Frankenstein qui est incarné, dont la voix c'est Brendan Fraser, le mec de la movie. Oui. C'est ça. Je sais qu'il y a des fans. J'ai vu la saison 1, j'ai pas accroché du tout. Alors peut-être que la saison 2 est mieux. Le seul truc c'est pour ça que Brendan Fraser, j'ai retenu, parce que le seul truc, point positif de la série. Ah, il y a aussi Timothy Dalton qui est dedans, je crois. Il y a aussi, oui. C'est lui qui joue aussi. Le seul truc positif en fait que j'ai retenu, c'est effectivement le personnage de Frankenstein qui a la voix de Brendan Fraser. Parce que c'est assez tordu le truc, et ça j'aime bien. C'est le seul point positif. Après, il y a des fans en fait de la série. Pour moi, je pars du principe que il y a des fans de la série, ils peuvent pas avoir tous tort. C'est moi qui mon suspension de crédulité ou d'incrédulité n'a pas bien fonctionné. Donc j'ai pas accroché du tout. Pour Lucasfilm, c'est simplement ils sont tous, comme tous les studios en ce moment Hollywood, ils sont en train de digérer le montrer des scénaristes qui a foutu un bordel monstre dans tous les plannings. Donc pour moi Lucasfilm est juste en train de parce que Marvel c'est pareil, DC c'est pareil, la Warner c'est pareil. Enfin là les tristounets qu'on a eu là, c'est dû uniquement au fait que les blockbusters qu'on a eu cet été, en fait, ils devaient sortir plus tôt et du coup, il n'y a pas eu de blockbuster. Enfin, t'as les The Crow et Twister, normalement, je suis pas sûr qu'ils devaient sortir en été. Je suis pas sûr du tout. Je pense qu'ils ont tout du tour les blockbusters qu'on devait se taper genre en printemps, vu le mouvement de grève qu'on s'est tapé, ils ont été retardés pour l'été. C'est un petit peu ça, parce que les films ont visuellement pas le gabarit nécessaire pour sortir en été. Ils ont joué des skippers. Et pour Lucasfilm, c'est pour ça que le merdique qui se déroule sous nos yeux là, je crois que c'est une totale remise en question des équipes de scénaristes. À mon avis, ça va se calmer dans quelques mois, faut pas s'en faire. C'est pas la réception critique qui va apporter, c'est simplement la dynamique du travail qu'il faut trouver. Mm-hmm. C'est que là, il y a des équipes de scénaristes, des acteurs et tout qui étaient en grève il y a quelques mois déjà. Et donc il faut c'est la vision artisanale des studios là. Le texte c'est mais il faudra du temps pour tout remettre d'aplomb. Marvel c'est pareil, il faut pour tout remettre en route là. Ouais. Pour moi c'est simplement ça, donc je me fais pas trop de soucis là à ce sujet-là. Ça va se calmer d'ici novembre décembre. Il y aura des petits remous. Je pense que les rumeurs qu'on entend de machin Kathleen Kennedy qui se virait. Non, c'est simplement que il y a beaucoup de remous. Faut qu'ils digèrent l'annulation de The Acolyte là, et encore je suis pas sûr. Mm-hmm. Parce que ça me rappelle, il y avait pas une série avec Gina Carano qui était prévue finalement, qui se fait pas parce que justement Gina Carano s'est fait virer. Ah non, pas une série, mais elle devait en fait faire partie toujours du casting de Mandalorian. Non, mais il y avait une série qui était normalement sur la Haute République, où normalement c'était Gina Carano qui devait être la vedette de cette série-là. Ah, le fait qu'elle se soit fait. Ouais, il y avait une série live action qui était prévue avec Gina Carano dans le rôle principal. Sa participation au Mandalorian, en fait, devait la lancer. Ah oui. Mais à cause de ce qui s'est passé, effectivement, ce qui s'est passé avec le siège du Capitole, où elle a, où elle était, elle s'avérait pro-trumpiste en fait, et elle a insulté en fait, les résultats. Excuse-moi, mais je peux comprendre parfaitement que, et donc elle n'avait pas la langue dans sa poche, elle voulait vraiment me faire savoir, donc je peux comprendre que, que ce soit un boulet pour le studio quoi. Donc je pouvais comprendre ça. Mm-hmm. Donc et le fait que ce soit viré, ça supprime d'office la série dont elle avait la vedette. C'est ça un peu ça. Elle avait la lourde tâche quand même de porter sur ses épaules un projet de série. Mais le problème qu'il y a, c'est que mais vu que t'es plus en course comme le projet de série, qu'est-ce qu'il devient? Et une des producteurs exécutifs, je crois pas que ce soit Kathleen Kennedy, je pense que c'est quelqu'un d'autre. En fait, a dit que le projet n'est plus en développement.
Donc grosso modo, il s'est fait virer. Grosso modo, que le projet est annulé. C'était pas un projet sur Audrey Public? Je sais Par plus. hasard. Je sais plus. Non, ça m'étonnerait. Puis, ou bien là-haut, je sais pas. Je sais plus parce que de toute façon, c'était. Ça devait être en rapport avec Luke, Skywalker, etc. Enfin, ce qu'il avait fait, etc. D'accord. Mais je sais plus. Je sais plus vraiment. Mais ouais. Mais après, voilà. Donc. Parce que pour moi, il n'y a pas de souci à se faire, c'est que les fans vont devoir se calmer parce que les projets Star Wars, il y en aura encore et encore. J'ai vu que pour The Acolyte, enfin, pour ça que je reviens à ça, il y avait beaucoup de haters, mais il y a aussi beaucoup qui ont aimé. Je fais partie de ceux-là. Il faut juste que les fans haters se calment un petit peu. Je vois ça sur d'autres franchises en Star Trek, hein, c'est pour ça que je reviens toujours. Le Star Trek et Star Wars, pour moi, c'est un petit peu semblable au niveau des fans base. Et Star Trek a eu sa période où les fans étaient extrêmes, étaient devenus des haters. Maintenant, ils se sont vachement calmés sur les projets qu'ils ont vachement haïs. Parce que j'ai fait partie des fans à avoir haï pas mal de films et séries. Et finalement, 15 ans après, finalement, t'en as beaucoup qui retournent leur veste et qui défendent les séries qui étaient haïes. Donc je pense que ça va se dérouler comme ça, quoi. Au bout de X temps, quand le plus de gens aura vu les projets en question, sans être conditionné par la promo, je crois que c'est ça qui tue en fait de tous les films et séries, c'est la promotion qui vend pas mal, mais vend au travers en tout cas. Je pense à ça, qui vend beaucoup de choses et en fait que c'est juste une série, c'est juste un film, et que les fans n'arrivent pas à se mettre, n'arrivent pas à digérer ça. On vous avait promis tant de trucs, et finalement il y a rien. Si, mais t'as pas, il y a des choses, mais t'as pas pu l'apprécier à sa juste valeur. Oui. Très bien. Merci pour ces bons-là. Et maintenant, nous allons carrément ailleurs. Et donc, si je vous montre cette tête, vous reconnaîtrez sûrement. Et donc, si vous aviez envie de revoir Tim Burton aux commandes d'une franchise super-héroïque, eh bien, il y a une mauvaise nouvelle. Cela ne devrait pas arriver, ou en tout cas pas dans l'immédiat. À une semaine de la sortie de Beetlejuice, qui sort au cinéma en francophonie le 11 septembre 2024, Tim Burton a fait une grande tournée dans le monde et accorde des interviews dans lesquelles il est parfois interrogé sur ses films passés et à venir. Dans les colonnes de Variety, le cinéaste a été interrogé sur Batman et à la place des franchises de super-héros. Si on lui proposait une franchise, le cinéaste dirait non. Je cite, « Il ne faut jamais dire jamais ». Rappelons qu'il prend les projets en fonction de son point de vue du moment, mais en l'état. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse actuellement. En se replongeant dans le passé, Tim Burton explique qu'à l'époque de Batman, une grande liberté créative lui avait été accordée par le studio supervisant le film, à l'époque en 1988. Je cite, « J'ai eu de la chance car en ce temps-là, le mot franchise n'existait pas. Batman était presque un peu expérimental à cette époque, cela déviait de la perception qu'on pouvait avoir d'un film de super-héros, précise-t-il auprès de Variety, et le fait d'être en Angleterre enlevait une forme de pression. Nous étions juste focus sur le film et il n'y avait aucune des considérations comme celles que l'on peut avoir aujourd'hui avant même de commencer le film. » J'aimerais avoir votre appréciation là-dessus, le chat, ainsi que... Donc, c'est ceux qui me suivent, enfin aussi, car le live sera en replay. Et mon invité, qu'en penses-tu? Ça fait tout drôle de voir Tim Burton maintenant. Note pour le chat, ce mec-là a toujours eu la même coupe de cheveux. Vous prenez les photos de lui à 20 ans, 30 ans à l'époque de Batman, comme ça, c'était pareil. Il avait juste les lunettes grosses louches en fait qui sortaient, qui manquent. Mais sinon, c'est. Bah ouais, enfin, faut savoir que le point de vue de lui sur les super-héros, il a pas changé. Enfin, tout ce qui est Batman, plus tard Superman. Enfin, parce que Superman on en cause parce que c'était le projet Superman Lives a été très très loin après prod. C'est qu'il y a vraiment eu les essayages avec Nicolas Cage et tout quoi. C'est pas juste une légende urbaine, il y a vraiment eu ça. Donc on peut comprendre que le mec ça le passe mal. Et au moment pour Batman le premier volet, c'était pas un choix de sa part hein, de faire le projet, c'était juste qu'il lui fallait un gros projet pour s'imposer à Hollywood. Ça a marché, il y a eu la Batmania. Du coup, lui a pu faire énormément d'argent, Ed Wood et compagnie, d'autres trucs. Mais de base, c'est pas un truc qui le fascinait. Donc son point de vue sur les super-héros et franchises, bah oui, ça n'a pas changé. Enfin, lui, il voit ça comme des pompes à fric. Hein.
Enfin, il a toujours vu les franchises en fait comme des trucs ouais, où il pouvait pas s'exprimer librement. Il a eu les points et pieds liés hein, pour Batman, il pouvait pas tout faire. Donc, et ce qui s'est passé avec Superman Lives, à mon avis, ça a vachement calmé. Dans Superman Lives, annulé du jour au lendemain avant que le tournage ne se fasse, au moment où la pré-prod est vachement avancée, ça a dû vachement calmer sur les franchises. Là, je peux le comprendre. C'est un petit peu comme Sam Raimi avec les Spider-Man, où le Spider-Man 4 est annulé alors qu'il est au boulot sur le scénario, mais vraiment poussé, et que les conditions, en fait, les conditions de tournage déjà de la production de Superman 3 avait vachement échaudé. Il s'est révélé déçu par le résultat final. Les expériences de Sam Raimi et de Tim Burton à ce sujet-là sont assez équivalentes. Parce que Sam Raimi, lui, il aime le genre, et Tim Burton, non, il a toujours vu ça comme un truc vachement truc commercial qui lui arrive opportunément et qui il en profite pour remanier à sa sauce, histoire de s'épanouir. Mais c'est pas un truc où il est à l'aise, on va dire. T'as la preuve, un Batman le défi, t'as vu dans Batman le défi, c'est pas un hasard si les héros du film, c'est pas Batman, c'est pas Bruce Wayne, c'est le Pingouin, c'est Catwoman. C'est eux dont l'arc en narrative est assumé de bout en bout. C'est pas un hasard. C'est parce qu'en fait, Tim Burton, son intérêt pour la galerie des personnages de Batman, ça vient pour le Fwix. Ça vient pour les méchants. Ça vient pas pour le héros. C'est ça. Très bien. Merci à toi. Et maintenant, continuons avec une news, cette fois-ci concernant. Donc, vous aurez reconnu. Depuis, donc, par rapport à Pixar, et il se pourrait bien que les artistes de Pixar refusent de suivre le même chemin que Disney. Et donc, pourquoi j'en viens là-dessus? C'est très simple. Depuis plusieurs années, Disney revisite ses grands classiques de l'animation en les transposant en films live-action. D'Alice au Pays des Merveilles, à Cendrillon, en passant par Le Roi Lion, La Petite Sirène, Mulan ou prochainement Blanche-Neige. Logiquement, les fans de Disney se demandaient si la firme aux grandes oreilles allait faire de même avec les œuvres Pixar. Allons-nous voir à l'avenir des adaptations live-action de Toy Story, des Indestructibles ou encore Ratatouille? En effet, ce dernier long métrage a fait l'objet de rumeurs persistantes sur la toile. Disney et Pixar envisageraient un remake live-action avec Josh O'Connor dans le rôle de Rémi. Le légendaire Pete Docter, à qui l'on doit Monstres et compagnie, là-haut ou vice-versa, a évoqué le sujet interrogé par le Time. Je cite. « On ne va pas faire ça. Non. On pourrait me reprocher de ce que je vais dire, mais la mode des adaptations live-action me dérange un peu. J'aime faire des films originaux et uniques en leur genre. Faire un remake, ce n'est pas très intéressant pour moi, à titre personnel. En plus, faire un film en live avec des rats, ce serait vraiment compliqué. Vous savez, on fabrique ces films parce qu'ils respectent des règles qui ne fonctionnent que dans l'animation. » Donc ensuite, il réplique « Si vous voyez un être humain dans une maison qui flotte, qui s'envole dans les airs, votre cerveau va se mettre à se poser des questions. Non mais attendez, les maisons c'est super lourd. Comment des ballons pourraient-ils faire élever ainsi ? Alors que si c'est un personnage animé dans cette même maison, ça marche, vous acceptez l'idée. Tous ces mondes que l'on construit en animation ne sont pas si faciles à retranscrire en live. Pour le moment, nous ne verrons donc pas de remake en live action des œuvres Pixar et c'est sûrement une bonne chose. A noter que Chris Renaud, créateur des Minions, est d'accord avec son collègue de chez Pixar. Je cite. Excusez-moi. Pour moi, ce qui définit le monde des Minions, c'est qu'il est animé. Cela nous permet d'en faire que ce que nous faisons, comme enfermer un Minion dans un distributeur ou faire exploser Gru lorsqu'il attaque Vector. Ce sont là des idées très cartoonesques. Je pense que cela deviendrait quelque chose de complètement différent si nous réalisions une version en live action. Personnellement, je ne trouve pas ça très attrayant. A-t-il indiqué donc au micro de Film Haute. En attendant, du côté des adaptations côté classique Disney, nous retrouverons Mufasa le 18 décembre, Blanche-Neige de cette année, Blanche-Neige pour le 19 mars 2025 et Vaiana le 8 juillet 2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans le chat, ainsi que mon invité, concernant justement le fait que Pixar ne voudrait pas suivre le chemin de Disney. Voilà, dites-moi.
c'est d'abord quel Pixar pourrait être adapté en live action? Parce que Toy Story en live action, je vois pas trop intérêt. De voir Andy en live action, le mec qui fait que 2 scènes. Le monde de Nemo en live action, c'est le monde du silence du costaud, quoi. Ouais, on en reviendrait en fait à des Rois Lions, etc. quoi. Ouais, enfin, Tout peut-être faire en là-haut en image de live synthèse. action. Ouais. Le monde de Nemo en live action, ça pourrait être pas mal. Mais ça pourra. Ça aurait vraiment une saveur téléfilm en fait. Téléfilm de Disney Paradis, Disney Channel. Mhm. Je sais pas si tu vois un petit peu le genre. Parce que refaire les films en live action, bah oui, mais il est où là? Enfin, parce que du coup, les films d'animation qui ont été faits chez Pixar, bah ouais, mais c'est parce que c'est le domaine de l'animation qui pouvait scier le mieux au type d'histoire que voulait raconter Pixar. Et c'est C'est ça le surtout la truc. technologie qui différencie justement Disney de Pixar. Enfin, Pixar de Disney, je veux dire, pardon. Oui. Oui, c'est que de base, en fait, les chez Pixar, en fait, apparaissaient plus frais, en fait, que les films, que les dessins animés Disney. Parce que je crois que on était au moment où Toy Story sort, t'as Disney qui est en descendante, hein, mais leur partenariat avec Pixar, c'est une façon de connaître que, ok, nous, on est peut-être has-been pour une jeune génération. Vous avez l'air d'être être une attraction pour la jeune génération, de tirer plus de monde que la jeune génération. Il y a un moment où tu avais la fin de contrat avec le monde de Nemo. Là, il y a eu vraiment une sorte de. Je crois qu'il y avait eu un rachat, quoi. Enfin, il y a eu les mecs de Disney, les mecs de chez Pixar, en fait, qui ont été intégrés chez Disney. Parce qu'il y avait vraiment une manière de saluer, enfin, une manière chez Disney de reconnaître que oui, ok, donc on a besoin de vous pour revitaliser en fait la dynamique animation chez nous. Il y avait une intelligence commerciale comme ça. Du coup, mais pour le live action, je vois pas trop. Mais quel projet, quel film de chez Pixar ce serait important de les mettre en live action? Parce que les contes de fées là, Blanche-Neige, Cendrillon et tout là, bah oui, mais de base, il y a déjà pas mal de films en live action. Ça fait juste une version de plus. Mhm. Le seul intérêt que ça, c'est de mettre en live action tout le folklore de Disney. Ouais, bah, disons que Alors, actuellement Disney, ben, s'ils avaient pas fait les live action, ils auraient plus rien. Parce que, comme on l'avait discuté l'autre fois, euh, si tu devais faire des suites, admettons, aux films Disney que nous avons connus dans le passé, avec ce changement de technologie, contrairement à avant où c'était des dessins et puis maintenant c'est tout fait par ordi, etc. C'est là où on se posait la question, puis après à un moment donné on se disait mais finalement ça vaut pas la peine. Moi par exemple, admettons que tu fais un Roi Lion 5-6 avec les animations d'aujourd'hui, moi je dirais non. Parce que quand j'ai vu certains derniers animés, surtout à la télé, ça fait peur quoi. Ça fait peur. Là, je prends l'exemple parfait du Mickey, que quand j'ai vu le Mickey totalement fait en 3D, etc. Et puis j'ai dit, bah c'est ça les nouvelles animations. Eh bien, s'il fallait faire des suites aux films que nous connaissons, ben. Non, merci quoi. et encore, te plains pas trop parce que on parle bien de film d'émission chez Disney parce que il y en a qui ont trouvé le filon avec en faisant des films d'horreur. Et je sais pas si t'es au Oui, courant. oui, oui. Oui, bien sûr. Winnie l'ourson Parce que là, Bandit. Mickey Mouse, il y a une Ouais, version horreur de Mickey Mouse, ouais, ouais. donc te plains pas trop parce que je suis euh, je crois que je crois que c'était le cas dans une école américaine, il me semble, où tu as une prof qui a mis un film Winnie l'ourson dans le lecteur DVD et qui a mis la version horreur en fait, le Winnie l'ourson du sang et du miel en fait, en croyant que c'était un film de Disney. Parce que pour avoir vu le truc, je peux comprendre. Pour avoir vu le film, je peux comprendre. Parce que le générique, je vais pas tout spoiler, mais Ouais. le générique en fait, est fait en version animée pour raconter
l'histoire du conte Willy l'ourson. Donc je peux comprendre que le prof, en regardant, en checkant 2-3 minutes, je peux comprendre la méprise. Parce qu'effectivement, le film joue sur ça. Joue sur le fait que, oui, dans la forêt enchantée, il y a donc les animaux Willy l'ourson et ses copains qui connaissent Gemma. Donc je peux comprendre ça. Je peux tout à fait comprendre que la méprise. Et pour Disney, le risque, ce serait que beaucoup de gens confondent. Je me demande si c'est pas pour ça qu'ils ont arrêté de faire des dessins animés à la tête de compte. Parce que si jamais ça continue, ça continue, ouais, les gens il pourrait y avoir méprise. Mm-hmm. C'est un petit, mais les trucs film noir que je raconte là, c'est des petites productions, hein. C'est juste sur Amazon où il faut vraiment regarder sur le téléchargement. C'est pas sur Disney+, hein. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Alors tu sors ça pour Halloween? Oui, ce serait génial. Willy l'ourson, ils sont animés sur Disney+, pour Halloween. Ce serait génial. Ce serait vraiment, ce serait méga classe de la part de Disney. Et ce serait le coup de pub ultime pour la boîte de prod. C'est une petite boîte de prod qui fait ça. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Bien. Alors merci pour tout. Maintenant, nous allons continuer, et cette fois-ci par une autre news concernant, cette fois-ci un remake. Et oui, un remake à nouveau, mais cette fois, pas de Disney. Et donc, récemment, les biopics musicaux, on le vend en poupe à Hollywood. Ces dernières années, on a pu voir notamment Elvis, Bob Marley, Bohemian Rhapsody, Rocketman ou encore Back to Black. Un film centré sur Bob Dylan arrivera également le 29 janvier 2025 avec Timothée Chalamet. Selon Variety, Sony Pictures va lancer un autre projet de biopic musical, un remake de La Bamba sorti en 1987. Réalisé par Luis Valdés et emmené par Lou Diamond Phillips, cette œuvre évoquait la carrière fulgurante d'un jeune rocker, Ricardo Valenzuela, plus connu sous le nom de Richie Valens. Le 7 février 1959, le chanteur a trouvé la mort en même temps que Buddy Holly et Big Bopper dans un accident d'avion à Clear Lake, dans l'Iowa, lors d'une tournée à travers les États-Unis. Avec son titre emblématique, La Bamba, Valens est le premier chanteur latino à placer un hit dans le top 50 des ventes de disques aux États-Unis. Luis Valdés sera producteur délégué de la nouvelle version de La Bamba, tandis que José Rivera a été choisi pour écrire le scénario. Ce dernier a déjà travaillé sur les scénarios de Carnet de voyage en 2004, Letter to Juliet en 2010, Sur la route en 2012 ou The 33 en 2015. Je cite: « Avec les classiques du rock'n'roll de Richie Valens, mon biopic de 1987, La Bamba, a gracieusement résisté à l'épreuve du temps. Et pourtant, la vie et la carrière tragique brève de Richard Valenzuela continuent d'inspirer de nouvelles générations de fans dans le monde entier. Nous sommes honorés de raconter l'histoire de Richie, celle d'un jeune latino incroyable qui a inspiré tant de gens grâce à sa musique et à son talent prodigieux. Nous souhaitons préserver et célébrer le film original de la manière dont Luis Valdés et les réalisateurs de La Bamba en ont fait un classique », a indiqué donc de son côté le producteur Javier Rapa. On ne sait pas encore qui va réaliser cette nouvelle version de La Bamba, ni quel acteur se glissera dans le costume de Richie Valens. A noter que La Bamba a été nommée pour le Golden Globe du meilleur film dramatique et pour la chanson de l'année aux Grammys de 1988. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de ce futur remake. Est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous êtes un peu dubitatif? À toi. Bah, pour moi, c'est oui. Qu'on se comprenne bien, l'original, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Eh oh, c'est pas classique du cinéma, l'original. L'original, elle n'avait que comme seul particularité. Le seul bon point de l'original, c'était Lou Diamond Phillips qui s'éclate à faire Richie Valens. Mm-hmm. Mais sinon, c'est pas un truc. Dans le deuxième, on te passe comme ça. Ça va être comme ça avec le Rebirth. Jamais dire jamais. On va sûrement voir Chris Pratt, Bryce Dallas Howard en tant que caméo, quoi, pour une scène ou deux. Ah non. Genre, Non. Même pas. Non, du tout. Ça avait été dit justement, comme je l'ai dit Même tout pas. à l'heure, en présentiel, il faut oublier les acteurs. Ça peut être mentionné,
Mais en tout cas, les acteurs de la précédente trilogie n'y apparaîtront pas, physiquement en tout cas. Juste, on va attendre jusqu'à la sortie du film pour vérifier ce fait-là, parce que si jamais t'as un plan ou deux, genre teasing scène post-crédit, où tu vois les événements du film vus de la part de Chris Pratt pour annoncer leur possible retour dans le 8e. Après, tu sais, on peut avoir un genre... comment ça a été présenté, même si Chris Pratt était quand même là, dans le Fallen Kingdom, tu avais la gamine qui a regardé une vidéo. Elle était dedans. Donc voilà, t'es pas obligé de la voir. Voilà, peut-être, admettons, je sais pas, t'as un ordi qui traîne comme ça, un vieil ordi. Oui. Tu vois? Et puis, genre, il regarde il y a au JT des documentaires qui parlent des précédentes, ce qui est arrivé précédemment, et on peut donc revoir Chris Pratt et Bryce Dallas Howard à la télévision. C'est ça. C'est ça. Et pas, voilà. Mais en tout cas, en présentiel, ça a été confirmé que non, ils ne sont pas prévus. Et le réalisateur a dit lui-même, c'est toute nouvelle histoire, donc on va se concentrer sur les nouveaux personnages. D'accord. Oui, parce que dans le 4e, t'en avais aucun des 3 premiers, on te parlait juste de John Hammond et du parc. Ouais, voilà, c'est ça. C'était super raccord avec le fait avec la présente trilogie, et donc ça plaçait vraiment Jurassic World comme un 4e et pas comme ça. Ah oui, surtout quand t'as la phrase oui, on a fait ça depuis le premier incident il y a 20 ans. Voilà, c'est ça. Donc oui. Moi je suis pas content sinon sur les images, c'est que ça confirme. Ouais, le tournage est en bonne évolution, il tourne depuis juin à juillet. Ouais, impec. J'attends juste pour Mayer Rally. Je sais pas pourquoi, mais vu la photo là, la première image, on te met en mauvaise posture face à un dinosaure, donc un T-Rex. Ouais. Parce que ça rappelle effectivement une image de Goldblum dans Jurassic Park. Je sens, mais avec même le côté, c'est encore le second rôle qui va être bouffé en une demi-heure de film. Je sais pas pourquoi. Moi, je dirais pas ça. Tu vois, moi, je suis plus dans logique. Je suis plus dans l'optique de qu'en fait lui il peut faire une trilogie, oui, et donc à ce moment-là, bye bye Marvel. Parce que faut pas oublier que il est censé être Blade, et vu que on voit que ça retarde, et non plus il va arriver à soixantaine, je crois, enfin il est pas tout jeune, et donc tu as 2 franchises. Tu as une qui te met les bâtons dans les roues, et puis tu as Jurassic World. À ton avis, tu vas aller où? Moi, je pense que le gars, voilà. Je sais pas encore le destin de son personnage. Parce que Mayer Ali sur Jurassic World, il me rappelle beaucoup ce qui s'est passé avec Omar Sy. Hein. Omar Sy, t'as 3 scènes dans Jurassic, en tout dans la trilogie. Oui, mais pour l'instant, nous savons pas encore. Et Omar Sy, il y a eu beaucoup de com'. Oui. Pour son intégration dans Jurassic World. Et au final, un acteur secondaire dans le background, quoi, qui a juste 2-3 répliques à Chris Pratt, c'est tout. Et tu as aussi 2 scènes, en fait, dans Jurassic World. Est-ce qu'il était considéré comme acteur principal? Mayer Ali non plus, hein. Non, mais je veux dire Omar Sy. Oui, il faisait partie du casting. Oui, non, du casting, oui, bien sûr. Mais après, des rôles secondaires, etc. Pas forcément, parce que les têtes d'affiche, c'était pas Omar Sy, c'était Chris Pratt. Mais Mayer Ali, vu la manière dont on communique sur lui, en fait, depuis, je sais pas si t'as vu le casting et tout, mais il est en 5e position dans le casting. Hein. C'est pas un acteur principal de la franchise. Hein. Ouais. L'actrice principale, c'est Scarlett Johansson. C'est elle qui porte le projet, pas Mayer Ali. Ah, ça, c'est sûr. Parce que s'ils font des présentations en Comic-Con, je suis pas sûr qu'il est dedans. On verra. Voilà, on verra. On verra bien. Par contre, parce que par contre, et inversement, pour Blade, c'est sa franchise, c'est lui qui porte le projet. C'est pour ça qu'ils l'ont présenté. Qui porte le projet. Le problème, c'est que voilà, quand t'as une autre franchise comme ça, moi je me dis. Puis d'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. Hein. J'avais déjà posé des questions à un groupe, à des gens avec qui je discute aussi cinéma. J'aurais dit, mais franchement, vous avez une franchise que ça retarde.
Parce que lui, il peut bien dire ciao à Blade et puis il ouvre carrément les portes à Jurassic World. Après, Mais- on ne sait rien. On n'en sait Mais rien. c'est son projet. S'il dit adieu Blade, ok, il n'y a plus de projet Blade. Hein. Bah, que ça soit son projet, on s'en fout. Il si. a lui qui peut le actuellement, il n'y a aucun réalisateur. Le film est censé se tourner cette année. Et donc, vu que t'as personne, que c'est ton projet ou pas, moi je dis, moi j'ai un projet ou pas. S'il y a personne derrière, je me casse. Je me casse. Et je vais aller ailleurs. Sur le Real, justement, j'ai eu d'autres news concernant le fait que, soi-disant, le Real qui se serait barré, donc, serait infondé. Le Real est toujours en tête du projet. Il attend juste que l'acteur soit libéré pour tourner. Ben, le problème c'est que voilà, plus personne ne part de Blade, donc pour moi il n'y a plus rien. C'est pas parce que. Attends. Oui. C'est pas parce qu'on ne parle plus d'un projet que le projet est en stand-by. Bah, tu sais, j'ai des sérieux gros doutes. Parce qu'il y en a un qui est toujours à l'affût des news et qui est l'un des premiers à nous dire des choses. S'il avait un truc sur Blade, ça fera un moment qu'on serait déjà au courant. Même si c'est sur X, machin, etc. Parce que inversement, parce que t'as pas mal de projets qui sont en train d'être tournés, on n'en a jamais entendu, il n'y a jamais eu d'annonce dessus. Et pourtant, t'as pas mal de projets, ils sont en tournage. Et oui, parce que discrétion en power. Ah oui, du coup, parce que le Fantastic Four, par exemple, on n'avait pas eu de nouvelles pendant X temps, et d'un coup, tout se met en branle d'un coup. C'est ça. Pour moi, Blade, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils ont. Bah après, en même temps, t'avais quand même des news, hein. Parce que moi, j'en avais à rapporter pas mal. Oui, attends, des news et des rumeurs. Non, des news. Non, mais des news et des rumeurs. Parce que le côté Fantastic Four, pendant 2 ans, t'as eu que des rumeurs. Oui, à l'époque, oui. Parce que le nombre d'acteurs qui auraient dû jouer Red Richards, t'en as eu un paquet. Oui, bah, c'est comme partout, hein. Ouais. C'est comme partout, hein. Donc là, ça change pas grand-chose. Parce que, par exemple, là, il y a tout le monde qui regarde pour... Si je prends la franchise DC... Maintenant, il y a énormément de rumeurs pour Batman, Green Lantern, Hal Jordan, etc. Tu vois, alors que l'univers n'est même pas lancé. Mais ça, c'est partout la même chose. Sauf que là, ce n'est pas une rumeur, Blade. Et puis, je te dis, même n'importe qui est dans le monde du cinéma, enfin, de ce qu'on fait, les émissions, etc., ils sont toujours à l'affût. Et là, ils se concentrent plus sur des projets comme Spider-Man 4, des trucs comme ça. Oui, mais bon, attends, depuis pendant 1 an ou 2, t'as eu des rumeurs dans tous les sens qui se sont. Moi, je pense toujours à ce qui s'est passé avec le Restore de Snyderverse, où pendant 2 ans, même genre, qu'est-ce que je dis, pendant 2 ans, pendant des années, t'as eu les fans hardcore qui nous ont balancé du non, mais c'est sûr, vous allez voir, il va y avoir un reboot. Ouais, finalement, en janvier, t'as eu James Gunn qui a eu balancé son reboot, personne n'avait vu venir. Alors que pendant 2-3 ans, t'avais tous les fans qui étaient à l'affût de la moindre rumeur, qui soi-disant serait une news parce que non, mais ça vient d'un mec qui connaît très bien la prod. Henry Cavill est toujours sous contrat, il va revenir. Ouais, personne n'a vu le reboot venir. Et au moment où le reboot était annoncé par des sites sérieux, professionnels, hein, Deadline ou Reporter, t'en as eu beaucoup qui ont démenti le truc en disant non, c'est juste une rumeur. Alors, c'est pas parce que ça allait à l'encontre de ce qu'ils avaient entendu par les scoopers. Il y avait beaucoup d'Américains qui pensaient cela. Après, là où je vais aller à l'encontre, c'est parce quand tu voyais que le Snyderverse, pas forcément, je dirais même le DCU en entier. Ouais. Eh bien, en fait, quand tu voyais que ça bougeait pas, j'en faisais partie des personnes. Hein. On disait, on veut un reboot total, et puis tu nous fais un truc crédible, etc. Enfin, voilà. Voilà. Il y a des gens qui réclamaient un reboot parce qu'ils voyaient la lenteur. Et puis il disait bon ben voilà maintenant t'as plus rien à raconter au final sinon et puis maintenant ben quand ils ont annoncé un reboot la plupart même des personnes moi je peux te le dire on n'était pas étonnés après il y a là ceux qui tu vois c'est là où il faut différencier les choses. Il y a nous les personnes qui sont absolument à fond derrière les news etc. Puis t'as ceux qui nous écoutent qui ne sont pas forcément à fond sur les news, qui voient certaines petites choses, mais qui ne voient pas forcément tout. Donc c'est pour ça que les gens, par exemple, admettons mes parents, ils sont pas à fond sur les news, tu vois. Mais dès qu'ils voient quelque chose, ils disent tiens, voilà. Et puis par exemple, si t'as un reboot et tout, ils sont surpris. Et voilà parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe par derrière.
Contrairement à nous qui sommes à fond sur les news, voilà, dès qu'il y a un truc qui va, on s'intéresse. Tu vois, il y a toutes sortes de personnes, donc il faut prendre en compte cela aussi. Et t'as pas l'impression plutôt que ce que tu appelles news, c'est juste rumeur? Non, non. Parce que moi, pour Snyderverse, par exemple, c'est pour ça Faut que pas je reviens toujours confondre. là, pour moi, Faut pas confondre. Faut pas confondre. Parce que moi, quand je vois qu'il y a vraiment des rumeurs, alors bon, alors moi quand je vais justement sur des sites pour faire aussi, alors là c'est là où je veux aussi en revenir. Parce que j'ai eu aussi certains retours et c'est là où je vais vraiment dire pour mon émission. Quand j'entends certains dire oui, mais c'est où ce que tu sors tes trucs? Eh bien, en fait, il faut pas oublier que ma chaîne c'est une chaîne aussi d'information et je vais pas prendre n'importe quoi pour vous dire ouais, on va débattre sur un sujet qui en fait finalement ça va pas apporter grand chose puisqu'au final ça va pas exister parce que c'est voilà des rumeurs etc. Non, moi je vais pas sur n'importe quel site. Je m'en informe, justement, je m'en informe, je regarde ce qui est officiel, ce qui ne l'est pas, etc. Parce que j'ai aussi appris avec certaines personnes, voilà, il faut aller sur certains sites, parce que d'autres, il faut regarder les mots qu'ils utilisent, parce que tu peux, voilà, souvent quoi, tu dis, bah tiens, c'est une vraie news, alors que non, ce ne l'est pas, etc. Il faut faire carrément, il faut différencier les choses, etc. Et moi, j'ai appris justement avec tout ça. Et c'est pour ça que, même, tu vois, à l'époque où j'étais uniquement les journaux, maintenant, je fais la différence. Je me dis, voilà, il y a certains sites, journaux, etc. Je sais que ce sont des trucs officiels, ce n'est pas des trucs, voilà, ce sont pas de n'importe quelle news, etc. Donc c'est pour ça que ouais, je voulais aussi vous dire à vous, même aussi à ceux qui sont dans le chat, ceux qui m'écoutent, voilà, je ne divulgue, enfin pas divulguer, mais je des informations diverses, voilà. Bien, alors, en tout cas, pour ma part, donc, je remercie à mon invité d'être venu. Je vais juste voir, Seb Ghana. Alors, Raph, tu vas voir que ça va être le retour de Wesley Snipes. Ben oui, ben on sait pas. Pour l'instant, ben on voit ce qui se passe. On va voir ce qui va se référer par rapport à lui, s'il y a un nouvel opus, etc. Je serais pas étonné, mais pour le moment, ben voilà, il faut prendre pour cela comme des petites news, mais informations, etc. C'est vrai qu'on y pensait. Là, du moment qu'on a vu dans Doctor Strange, qu'on voit dans Deadpool, ce n'est pas impossible qu'on le revoie puisque maintenant avec avec le multiverse, tout est possible. Donc, est-ce qu'on pourrait voir, je sais pas, ça serait bizarre de voir un Wesley Snipes vieillissant justement, puisque un vampire n'est pas censé vieillir. Mais après, voilà, avec la magie du cinéma, etc. Nous verrons cela. Quoi qu'il en soit, donc, nous avons terminé cette émission. Merci à vous d'être venus. Et je vais vous annoncer tout de suite aussi que avec les coupures qu'il y a eu, malheureusement, eh bien, en fait, concernant ceci, il y aura bel et bien, donc, mon émission sera transférée sur Twitch, comme ça nous n'aurons pas de problème. Et puis la Rafshan Info sera sur Twitch et sera en replay aussi sur Twitch pour ceux qui ont sur Twitch, mais également sur YouTube. Voilà, comme ça il n'y aura pas de problème parce que il y a eu un petit, alors je sais pas si c'est la plateforme qui tout d'un coup, alors peut-être mon PC voilà, qui ne permet pas forcément ces lives en simultané. C'est possible avec la capacité, etc. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, en tout cas, ça sera comme ça. Donc, la Rafshan Info sera diffusée uniquement sur Twitch et les replays sur YouTube. Voilà. Et à noter également, le 20, donc ça a été, j'ai regardé avec mes invités, pour mon émission, le blind test, donc la deuxième édition, excusez-moi, qui sera sur YouTube.
Cette fois-ci pour fêter les 3 ans de la chaîne YouTube qui se déroulera donc le vendredi 20 septembre. Je regarderai encore avec quelques invités qui puissent venir, etc. Qu'on puisse passer un excellent moment aussi. Donc ça ne sera pas simultané YouTube Twitch. Ce sera que YouTube pour fêter ces 3 ans de cette chaîne-là. Et donc en tout cas, merci à vous d'être venus. Prenez soin de vous. Et je dirais surtout, prenez soin de vos proches. Mais surtout, prenez soin de vous. Bise, la bise à tous. Ciao.